Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Cette semaine encore, les sujets s'annoncent aussi intenses que complexes. Aujourd'hui, la consommation d'alcool est autorisée dans le Palais Bourbon sur les heures de travail, sur les heures de séance, alors que dans le secteur privé, par exemple, sur le temps de travail, il n'est pas possible de boire de l'alcool. C'est une évidence qu'il faut quand même qu'on garde un minimum d'alcool à la buvette. Écoutez, je veux dire, tout est une question de notion et de justesse et de mesure, voilà. Parce que parce que quand on Oui, les discussions budgétaires doivent avancer à une vitesse fulgurante. Le budget encore? Mais t'en as pas marre de parler du budget? Et oui, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et comment dire, la guerre est ouverte. Vous voulez tout simplement vampiriser l'épargne et le fruit du travail de toute une vie, des honnêtes gens qui ont travaillé, qui ont donné de leur sueur pour enfin avoir un petit pécule à transmettre à leurs enfants après. C'est scandaleux. Soit le député du Rassemblement national ment sciemment aux Françaises et aux Français pour leur faire peur, soit ils ne savent pas lire. Parce que nous expliquer qu'on parle ici de celles et ceux qui se sont battus dans leur travail toute leur vie pour léguer quelque chose à ses parents, c'est un mensonge. Et en parlant des brebis galeuses du RN, le parti avait sa journée réservée le jeudi 30 octobre 2025 et en a profité pour faire adopter une motion pour dénoncer l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. On va revenir dessus pour en décrypter la signification parce qu'il semblerait que le Front républicain soit définitivement enterré. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Pour comprendre les problèmes autour des discussions budgétaires, il faut d'abord faire un petit rappel sur ce que c'est que le budget en France et comment il est normalement adopté. Parce que la situation actuelle des discussions financières semble se diriger vers une issue très inquiétante. Les pleins pouvoirs gouvernementaux, ou pire, l'échec pur et simple. En France, depuis la révision constitutionnelle de 1996, on a deux grands textes budgétaires. Le PLF, le projet de loi de finances, et le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le PLF regroupe les dépenses et recettes publiques au sens strict, celles de l'État, des collectivités, les salaires des fonctionnaires ou le paiement de la dette, ainsi que les recettes issues de l'impôt sur le revenu et de la TVA. Salut, TVA, bien. Le PLFSS concerne les dépenses et recettes sociales liées aux 6 branches de la sécurité sociale. Chômage, maladie, vieillesse, famille, recouvrement et autonomie. Bref, les fameux minima sociaux. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Ce pognon de dingue provient surtout des cotisations sociales et de quelques impôts comme la CSG ou la CRDS. En réalité, parler de budget, c'est parler de ces deux ensembles. Tout est imbriqué. Si l'on veut taxer les plus riches via la taxe Zuckman pour financer la solidarité ou abroger la réforme des retraites, il faut jouer à la fois sur le PLF, où se trouvent les taxes, et sur le PLFSS, qui gère les dépenses sociales. Ah, le cauchemar des riches ou quoi? Impôt foncier, impôt rentier, impôt sur les grandes fortunes, impôt même si t'as pas de thunes, impôt sécheresse, impôt richesse, impôt nouveau, impôt rétro, impôt recto, impôt verso, impôt sur le revenu, impôt sur les revenants. À l'intérieur de chacun de ces deux textes, on distingue encore une partie recettes et une partie dépenses, examinées séparément et toutes les deux nécessaires à l'adoption du projet. Bref, il faut regarder à la fois le tableau d'ensemble pour ne pas perdre le nord, mais aussi les petits détails qui tuent pour ne pas se faire avoir. Pour regarder en détail toutes ces questions, on a besoin de vous. Blast a lancé sa campagne de soutien pour continuer à produire des émissions comme celle-ci et à investir dans les contre-discours. La situation française est très inquiétante. Le pouvoir risque de basculer entre les mains de l'extrême droite à tout instant, si ce n'est pas déjà le cas. Alors, pour nous aider à nous battre contre le pire et à s'y préparer, n'hésitez pas à faire un tour sur la page de soutien sur blast-info.fr. Les abonnements commencent à 5 € mensuels et les dons sont défiscalisés à hauteur de 66%. Votre soutien, c'est notre indépendance. Alors, pour comprendre l'importance de tous ces petits détails financiers, prenons un cas concret, le crédit d'impôt recherche. Il permet aux entreprises qui sont imposées au titre de leurs bénéfices en France d'obtenir des réductions d'impôts assez importantes si elles investissent dans la recherche et le développement en France. Ce crédit se trouve donc dans la partie recettes du PLF. Eh bien, ce crédit impôt recherche a bénéficié à Sanofi à hauteur de près de 100 millions par an, alors même que l'entreprise licencie copieusement ses équipes françaises de recherche et développement au même moment. C'est pas un petit détail ça. Non, en effet, mais rassurez-vous, ce n'est pas au programme. Toucher aux milliards des capitalistes, vous n'y pensez pas. Rassurez-vous, les cornes ne sont pas imposables. Il est donc crucial de voir l'intégralité des discussions budgétaires parce que les macronistes et la droite, en général, sont très forts pour donner d'un côté et reprendre de l'autre. Comme de bons escrocs. Rends-moi mes bijoux de
suite, l'escroc, ou t'as droit à mon genou dans les couilles. Par exemple, la séquence budgétaire commence toujours par la partie recette du PLF, c'est-à-dire l'impôt, avec la taxe Zuckman, la taxe sur les holdings. L'ouverture des débats financiers donne ces tours de piste classiques de la droite contre l'étouffement fiscal. Et donc vous avez été sans vergogne au cours de la semaine dernière en votant des milliards d'euros d'impôts. Et là vous vous dites, et si tiens, en plus, on pouvait encore s'assurer qu'au moment de la transmission, on massacre les entreprises françaises. Mais pendant qu'ils font ces pitreries, ils ont éviscéré la taxe sur les holdings, au point où ils permettent d'exonérer de cette taxe des montages particuliers. En 2017, Bernard Arnault louait son yacht à une entreprise Sonata qui était basée à Malte. Or, il semble, selon révélation que Paradise Paper a fait en 2017, que M. Arnault était le propriétaire de cette même entreprise, dont l'activité principale est précisément la location de son propre yacht. Est-ce que vous pourriez me préciser si l'administration fiscale considère que le yacht de M. Arnault est affecté ou non à une activité opérationnelle au sens de l'article 3 du PLF, de sorte que l'on sache si ce yacht entrerait ou non dans le champ des exonérations. Ah ouais, le multimilliardaire se loue son yacht à lui-même et ça lui permettrait d'éviter encore plus d'impôts. Oui, tout ça est très logique quand on y pense. Plus d'impôts égale plus d'impôts, mais plus fois plus moins plus égale moins, donc plus d'impôts égale moins d'impôts. Alors, il arrivait souvent qu'avec un escalier prévu pour la montée, on réussisse à monter plus bas qu'on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente. Mais la droite n'hésite pas, elle, à couper dans la dépense sociale en faisant valoir les compromis qu'elle aurait acceptés. Le gouvernement voudrait supprimer les APL pour les étudiants étrangers non boursiers. Ce que les centristes et la droite font mine de concéder maigrement d'un côté, il semblerait qu'ils soient bien décidés à le reprendre de l'autre. Alors, comment ça s'annonce ce budget ? Mal. Bien, je vais surtout vous parler en réalité de calendrier parce que, comme vous le savez, nous n'avons pas conclu la discussion de la partie 1 des recettes hier soir comme c'était prévu. Normalement, les discussions budgétaires sont simples, enfin cadrées disons. Les ministres préparent le budget durant l'été, répartissent les crédits entre missions et programmes, puis le présentent à l'Assemblée, censé leur faire confiance. Les parlementaires se contentent alors de vérifier la copie du gouvernement et d'y apporter quelques ajustements mineurs. Le budget construit avec la majorité arrive généralement prêt à être adopté sans grand changement. Or, il semblerait que les macronistes aient d'autres plans. C'est vrai qu'en plus, on a un nombre d'amendements anormal, j'allais dire, de la part des groupes gouvernementaux. En général, c'est pas eux qui en déposent le plus, là, c'est eux qui en ont déposé le plus. Et puis, vendredi... Vous pensez que c'est une stratégie ? Écoutez, moi, je constate simplement qu'on va très lentement. Il y a eu des suspensions de séances sans arrêt vendredi, demandées par le gouvernement. Enfin bon, on va très lentement. En effet, les macronistes, politiciens sans scrupules, feront tout pour démanteler les quelques progrès acquis par la gauche. Comment ? En s'appuyant sur les pouvoirs du gouvernement dans la procédure budgétaire. En effet, les articles 47 et 47-1 de la Constitution donnent le pouvoir au gouvernement d'adopter le budget par ordonnance si le Parlement ne s'est pas prononcé sur le PLF et le PLFSS dans un délai respectif de 70 et 50 jours. On se rapproche évidemment de plus en plus du scénario 70 jours, c'est-à-dire le dépassement du temps imparti pour la discussion budgétaire avec derrière, comme vous le savez, le risque d'ordonnance par l'article 47 qui, je le rappelle, ne réclame pas de loi d'habilitation et donc peut être immédiatement mise en place par le gouvernement avec le texte initial. Tout est donc question de temps. Et le gouvernement a tout fait pour en gâcher le plus possible. Je rappelle que nous sommes dans cette situation d'abord parce que nous avons commencé à examiner le texte avec 2 semaines de retard. Et que d'ailleurs, comme c'est la 2e année où nous commençons le texte avec du retard par rapport à ce que prévoit la loi organique, on peut se demander à quoi servent ces dates dans la loi organique, puisqu'elles ne sont pas respectées. La situation est donc assez claire. Sur le PLF, je crois que nous avons seulement 2 options pour le gouvernement. Ce texte sera battu, ça me semble aujourd'hui évident, il n'y aura pas de majorité pour le voter. Donc soit c'est les ordonnances, qui à mon avis serait d'ailleurs l'option qu'il préfère, parce que ça restitue le texte initial, soit il acceptera d'aller sur la loi spéciale. Le gouvernement s'est mis dans la situation de gagner dans tous les cas. Pile il gagne, face les autres perdent. Autrement dit, le gouvernement s'est mis en situation d'avoir 2 ceintures de sécurité sur le PLFSS avec les ordonnances au-delà de 50 jours, sur le PLF avec les ordonnances au-delà de 70 jours, bon, sans compter évidemment, ces travaux d'approche avec le Parti socialiste pour espérer que le Parti socialiste finisse par s'abstenir ou voter le PLFSS qui serait une autre solution. Alors, que faire contre ça ? On pourrait penser que censurer le gouvernement suffirait à contrer cette stratégie. En réalité, c'est plus complexe. Si la censure intervient après l'adoption des ordonnances budgétaires, elle sera sans effet. Celles-ci resteront valides. Si elle intervient avant, Emmanuel Macron pourrait quand même confier les affaires courantes au même gouvernement qui prendrait alors les ordonnances au moment voulu.
Celles-ci resteraient valides tant que le Conseil d'État ne les aura pas annulées. Or, une telle annulation impliquerait de revenir sur les crédits déjà versés et les impôts déjà perçus. Une situation intenable à la veille des municipales. Le Conseil d'État préférerait sans doute éviter cette crise et laisser les ordonnances en vigueur. La situation semble bien orientée pour que Macron ait son dernier budget, celui qui lui permettra d'avoir les mains libres jusqu'en 2027, comme on l'avait montré la fois dernière. Avertissement. Cette rubrique fait référence à des propos extrêmement violents et racistes et à l'histoire de la violence coloniale française. Le jeudi 30 octobre 2025, le Rassemblement national avait sa journée d'initiative parlementaire d'opposition. À cette occasion, ils ont ressorti un vieux serpent de mer de la droite radicale, la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968. Les enjeux juridiques de ce débat sont relativement simples. L'Algérie et la France ont conclu une convention relative aux droits de séjour des Algériens en France qui bénéficie de certains traitements dérogatoires. Le RN veut y mettre fin. Les Algériens ne doivent plus être des étrangers à part. Ils doivent devenir des étrangers à part entière. Il ne doit y avoir en France désormais qu'une seule catégorie d'étrangers hors Union européenne, égaux en droits et en devoirs. Et c'est toute honte bue que le RN a rempilé. D'abord, ceux qui faisons assaut d'anachronisme à gauche de cette assemblée nous traitent de xénophobes. Quel contresens, chers collègues, quel contresens. Nous voulons que les Sénégalais, les Maliens, les Marocains, les Australiens aient les mêmes droits et les mêmes devoirs que les Algériens en France. C'est clair. Est-ce que c'est ça du racisme? Est-ce que c'est ça de la xénophobie? Ben voyons. C'est bien la première fois que le RN se place en égalitariste. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. Bon, alors d'abord, nous ne sommes pas d'extrême droite. Déjà, c'est la première des choses. Elles n'ont pas la même capacité, ni le même niveau d'évolution historique. Sans surprise, le RN se saisit du durcissement des relations diplomatiques entre Paris et Alger pour dénoncer la non-exécution des obligations de quitter le territoire français pour des Algériens parce que l'Algérie refuse de les reprendre par la délivrance de laissez-passer consulaires. Parce qu'Alger refuse de délivrer des laissez-passer consulaires, parce qu'Alger refuse de reprendre ses propres ressortissants. Ces questions semblent globalement faire consensus à droite et au centre de l'Assemblée. Notre position, elle est claire. Un ressortissant algérien ne devra avoir ni plus ni moins de droits qu'un autre étranger non communautaire. Il y va du principe même d'égalité devant la loi. Et au-delà de ces anomalies juridiques, l'accord pose aussi un problème tout aussi sérieux, celui d'un coût significatif pour nos finances publiques. Bref, comme le RN l'a si bien expliqué... Je le dis ici, l'Algérie française, c'est fini. Ça fleure bon, toute cette moisissure. Les Algériens seraient feignants. Le taux de chômage des Algériens est plus du double du taux de chômage dans l'Hexagone. Les Algériens nous envahiraient. Un déferlement migratoire, alors que la population émigrée en France a augmenté en un an, autant que durant les 3 années précédentes, et qu'elle affiche une hausse 25 fois supérieure à la moyenne des années 1990. Les Algériens seraient faibles. Au fond, l'Algérie a beaucoup plus à perdre que nous dans cette confrontation, avec un PIB 20 fois inférieur au nôtre. L'Algérie ne peut tout simplement pas se passer des visas que nous accordons à ses élites, ni des flux financiers que son pays relie au nôtre. Les Algériens seraient des sauvages qui ne comprennent que le rapport de force. Il y a un seul discours qu'entendra le régime d'Alger. C'est le rapport de force. La méchante Algérie qui ne nous aime pas. Notre ennemi traditionnel et éternel est la France. C'est de cette manière dont parle de notre pays l'ancien ministre algérien du Travail et de la Sécurité sociale, Hachemi Djaoub, en pleine séance au Sénat algérien en avril 2021. Alors que de son côté, la France doit être fière. Cette dénonciation n'est pas une fin en soi. C'est le signal envoyé que notre pays cesse de courber l'échine, rompt avec la mauvaise conscience malsaine. Ces discours sont d'une violence absolument inouïe, qui ne peut que rappeler l'antisémitisme déchaîné du siècle dernier. Une partie de la population française est littéralement diabolisée, avec les figures classiques de l'étranger vicieux, sournois, faible et cruel, qui s'attaque aux nobles français un peu naïfs. Ce niveau de xénophobie est tout à fait inédit et d'une gravité sans commune mesure. Sans surprise, des nationaux algériens, la discussion a glissé sans que beaucoup ne s'en émeuvent aux Français d'origine algérienne. De nombreux Algériens ont fait le choix de ne pas opter pour la nouvelle nationalité algérienne. Ils ont fait le choix d'être français. Il n'a rien compris, lui. Ils n'ont pas fait le choix d'être français. Ils étaient français. Il y a encore la marque, dans ce discours, du délire xénophobe de la 5e colonne.
Aujourd'hui encore, certains pensent que les Français qui vivaient en Algérie étaient donc moins des Français que les autres. Puisqu'ils ont dû choisir de l'être, c'est qu'ils ne l'étaient pas vraiment. Il y a toujours ce soupçon, alors que l'Algérie fut annexée à la France avant Nice, 1830 pour la première, 1860 pour la seconde. Mais qu'importe, l'histoire franco-algérienne a été rapidement réduite à quelques morts partagées. Replongeons-nous un instant dans le contexte du moment où ils ont été signés. C'est à l'issue du conflit algérien en 62, conflit extrêmement meurtrier pour nos deux pays, que se sont dans un premier temps signés les accords d'Évian. La question coloniale, pourtant centrale pour comprendre la place de cet accord, fut très largement ignorée. 63 ans après l'indépendance, il s'agirait d'en accepter les conséquences, en traitant notre ancienne colonie comme nous traitons tous les autres pays, ni mieux, ni moins bien, sans dérogation. Oui, la question de la colonisation française en Algérie semble vraiment une petite variable d'ajustement dans l'évaluation de cet accord qui, en plus, a été adopté, au départ, pour arranger les intérêts coloniaux, donc, de la France. Il est indéniable, en effet, que l'accord, qui a eu sa légitimité dans le passé, lorsqu'il fallait organiser une immigration du travail pour les besoins de notre économie, est aujourd'hui devenu anachronique et ne correspond plus à nos intérêts en matière migratoire. Et oui, la France avait besoin de main-d'œuvre bon marché et qui parlait français. Les Algériens furent, encore une fois, une occasion économique pour la métropole. Mais c'est le propre du colonisateur d'oublier qu'il colonise. Et dans ces débats, la dimension symbolique de la colonisation a été repoussée, comme si elle ne fut, au fond, qu'un détail de l'histoire franco-algérienne. Oui, l'accord franco-algérien de 68 pose aujourd'hui plusieurs problèmes. Un problème d'abord d'égalité de traitement entre ressortissants étrangers résidant sur le territoire français. L'application des accords franco-algériens crée une inégalité injustifiée en accordant aux ressortissants algériens des avantages dérogatoires qui ne reposent plus aujourd'hui sur aucune justification objective, ni juridique, ni diplomatique. Oui, ce traité ne nous arrange plus, ne regardons pas son sens historique profond et ce qu'il a à dire sur la France. On n'en a plus besoin, jetons-le. Le contexte de décolonisation franco-algérien ne peut pas être mis de côté. Une partie du peuple français a voulu récupérer sa liberté politique que la colonisation lui avait volée. Alors non, l'Algérie n'est pas comme tous les autres pays étrangers. Elle a 132 ans d'histoire commune avec la France, marquée par la domination coloniale et les massacres. L'histoire entre la France et l'Algérie a été remplie de crimes, de souffrances et de guerre. Il ne tient qu'à nous, chers collègues, d'en écrire une suite remplie de paix, d'amitié, de dialogue entre nos deux peuples. C'est ainsi que moi, fils d'immigrés algériens, fier de mes deux nationalités, française et algérienne, j'ai l'honneur de dire qu'on votera contre ce texte raciste et haineux. Puisqu'on est enfoncé dans cette spirale terrifiante de l'histoire franco-algérienne, rappelons les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata, du 8 mai 1945 au 26 juin de la même année. Ce sont des milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de Français vivant en Algérie qui furent réprimés dans le sang et massacrés par les fusils de l'armée française. Derrière ces discours infects de la droite la plus radicalisée, la promotion de l'égalité entre ressortissants étrangers cache en réalité un discours profondément raciste, extrêmement violent et ouvertement colonial. Mais comme les députés de gauche ont su le rappeler, ce n'est peut-être pas très étonnant venant d'un parti fondé par un ancien de l'OAS, groupuscule terroriste pro-Algérie française. Votre histoire politique est tout sauf égalitaire. Elle se fonde sur la discrimination, le rejet et le fantasme de la 5e colonne. Mais me direz-vous qu'attendre des héritiers du Front National, fondé en 1972 par d'anciens membres de l'OAS, cette organisation terroriste qui a ensanglanté l'Algérie et la France. L'OAS, ce n'était pas la défense de la France, c'était la guerre contre la République. Ce n'était pas l'honneur, c'était la torture, les bombes dans les cafés, les exécutions sommaires et la tentative d'assassiner le général de Gaulle, duquel aujourd'hui pourtant vous vous prévalez. Alors, à part ces exhalaisons méphitiques, que s'est-il réellement passé ce jour-là à l'Assemblée ? Votant 374, exprimé 369, majorité 185, pour 185, contre 184, l'Assemblée nationale a adopté. La motion a été adoptée, certes, mais ce n'est qu'une motion. Elle n'a aucune valeur juridique en tant que telle. Alors autant le dire d'emblée, la proposition que nous examinons ce matin ne sert à rien. En réalité, nous le savons tous, les accords que vous souhaitez dénoncer ont été largement vidés de leur contenu depuis 1968 et ils ont de fait aujourd'hui une très faible influence sur ces flux migratoires qui restent et demeurent votre seule
et unique obsession. Alors, si ce texte ne sert à rien, il n'en exprime pas moins l'opinion des parlementaires qui l'ont voté. Cette opinion est terrifiante et marque une fascisation généralisée de l'échiquier politique. La droite traditionnelle rejoint les idées du RN et s'en vante. Mais quand le RN porte des projets ou des convictions que nous partageons, il n'y a aucune raison d'être dans des postures politiciennes et de ne pas voter ce que nous voulons pour notre pays. Les macronistes se rallient aux positions des néofascistes. Beaucoup de personnes ont changé d'avis et s'y sont déclarées favorables. Édouard Philippe, Gabriel Attal s'y est dit aussi favorable. Et la droite a carrément basculé dans le proto-fascisme. Et à l'arrivée, dans le silence de bien des représentants de l'Assemblée nationale ici, à l'arrivée, l'Algérie continue et ne cesse d'humilier notre nation. Notre relation avec l'Algérie doit être soumise et doit être remise à plat. Cette situation est une victoire idéologique et stratégique phénoménale pour le RN, dont les idées sont reprises par l'essentiel de l'échiquier politique, à l'exception de la gauche qui, une fois n'est pas coutume, a su faire un vrai front républicain. La relation entre la France et l'Algérie est d'abord constituée de liens forts et puissants entre nos peuples, de familles partagées, d'amour, d'amitié, de collaboration professionnelle, de relations quotidiennes entre des millions de Français et d'Algériens des deux côtés de la Méditerranée. Ces liens, ils forment un tissu dense, bien plus puissant que vos manifestations d'hostilité, bien plus puissant que cette petite haine recuite, nostalgique d'un empire maintenant révolu depuis plus d'un demi-siècle. Oui, je vous le dis, le RN et ses alliés sont la dernière survivance politique de la haine coloniale. La France, la vraie, celle de Jean Jaurès, de Joséphine Baker et d'Aimé Césaire, ne marchera jamais derrière ceux qui, hier encore, dénonçaient leurs voisins à la Gestapo. Et ça, aucun slogan, ni aucune stratégie de communication ne pourra l'effacer. C'est d'ailleurs pour ça que vous préférez traverser l'histoire, parce qu'elle vous trahit, parce qu'elle révèle vos origines, vos compromissions et vos lâchetés. Les macronistes sont globalement d'accord avec le RN et ne s'opposent que sur une question de méthode. Bref, le Front républicain semble marcher à l'envers. Ce n'est plus combattre le RN comme des ennemis de la République, mais voter avec eux et n'être en désaccord avec leur politique fondamentalement xénophobe que sur des questions techniques de comment être le meilleur raciste. C'est nouveau, c'est de chez nous. Il n'y a pas ça par chez vous? Ben non, nulle part ailleurs d'ailleurs, je crois. Ah ouais, parce que nous, ici, on a beaucoup. Hein. D'accord, c'est une spécialité d'ici. Ils ont beau s'en défendre... Le discours de Madame Le Pen est à ce titre exactement le même que celui de son père. Mais dis donc, si les discours de Le Pen fille sont les mêmes que ceux de Le Pen père, ça veut dire que derrière les discours des macronistes, qui sont les mêmes que ceux de la fille, se cache... un homme mystère qui a décidé de venir masqué. Monsieur, pourquoi vous avez décidé de venir avec un masque ce soir? Et parce que nous sommes le Mardi Gras. Et malgré tout ça, le RN continue donc sa normalisation. Merci, monsieur le député. Super sens du timing, la discussion générale est close. Le président de séance est ainsi un député RN. On vous avait prévenu il y a quelques semaines que ces changements dans l'équipe du bureau de l'Assemblée auraient des conséquences. Les voilà. Électoral, d'accord avec nous. Monsieur Bigot. Alors, tout le monde redescend d'un ton immédiatement. Tout le monde. Cette position institutionnelle a ainsi donné l'occasion à un député RN de se placer en arbitre entre deux partis à propos des délires racistes de son propre parti. Avant, c'était la haine des Juifs. Hier, les Juifs. Aujourd'hui, les Arabes. Et demain, à qui le tour? Vous ne changez. Collègue. Vous ne changez pas. Vous ne changerez pas. Et c'est pourquoi ce matin, comme hier, comme demain, vous nous trouverez toujours en travers de votre route. Le RN est doublement normalisé. Ses opinions sont devenues centrales et ses élus aussi. Ils se sont infiltrés dans la sphère publique et la pourrissent sans retenue avec leurs débats nauséabonds. Mais le naturel est assez rapidement revenu au galop. Les étrangers doivent se soumettre à nos lois, les lois du Parlement français, les lois exprimées par la volonté du peuple. Nous sommes ici par la volonté du peuple. On y est. Nos fachos hurlent comme les fascistes. Dans les années 60, le Parti communiste était pour l'Union soviétique. Et aujourd'hui, vous êtes le parti de l'Algérie. C'est clair, le parti d'une dictature qui oppresse son peuple. Nous ne vous laisserons pas faire, nous ne nous laisserons pas intimider. Le monstre hideux du fascisme ressort sa tête et pousse ses premières éructations. Il y a 80 ans, la banalisation de ces idées a mené 6 millions de juifs dans les camps de la mort. Aujourd'hui, il reste vital pour tous les humanistes de savoir reconnaître les ennemis de l'humanité.
Alors c'est pas tout à fait terminé pour cette fois, mais on se retrouve quand même très bientôt pour commenter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. L'information, c'est très important, parce que si le fascisme arrive un jour au pouvoir, il faut y être préparé. Oui, le fascisme, c'est une structuration du pouvoir, des partis et des discours politiques, mais comme Hannah Arendt l'a si bien démontré, ça commence aussi par les renoncements du quotidien. Je ne fais que mon travail, ça ne me regarde pas, je ne fais qu'obéir. Hannah Arendt dit évidemment que le fascisme tient à nos choix quotidiens. Mais on oublie trop souvent le reste de sa pensée. Le fascisme est dangereux pour nous, parce qu'il nous abrutit petit à petit. Il nous enduit de couches de bêtises qui progressivement nous éloignent de notre humanité et rendent acceptables les pires atrocités. C'est ça, la banalité du mal chez Arendt. Quelques mots sur un bout de papier par un fonctionnaire qui a déjà renoncé à sa propre humanité. Quelques années avant, Chaplin ne disait pas autre chose dans son film Le Dictateur, avec son personnage du barbier juif devenu dictateur par erreur. Chaplin jouant les deux personnages, le barbier est devenu dictateur parce qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau au vrai. Le barbier, horrifié de ce que le poste l'obligerait à faire, finit par abdiquer. Alors n'oublions pas ce qu'est l'humanité de la résistance. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty.